pas oublier que la justice, elle est rendue par des hommes. Il y a un policier qui a pris 10 ans, là. Lorsqu'on est avocat, est-ce que la vérité compte vraiment? Quelqu'un peut avoir un comportement profondément immoral, et pas pour autant que c'est illégal. Parce que dans la justice, on entend juste. Donc j'ai envie de poser la question de savoir, est-ce que la justice est toujours juste? Est-ce que pour toi, ça serait pas plus juste pour quelqu'un qui a commis plusieurs crimes et tout, voilà, le condamner à la peine de mort? Moi, je suis pas pour la peine de mort. Je trouve que c'est facile de tuer. Œil pour œil, dent pour dent, la loi du talion. Parce que c'est l'État qui instaure la terreur. Si c'est l'État va pas avoir mauvaise conscience de tuer quelqu'un. Il n'y a pas d'impunité en France. Les voyous peuvent avoir des comportements criminels. Ceux qui sont attrapés, ils sont sanctionnés. Il y a pas longtemps, j'ai pris aussi 12 ans. Il n'y a pas les droits de l'homme. C'est l'État qui a le dernier mot. Les avocats ne servent à rien puisque le procès, c'est de mascarade. Au Salvador, il y a des hommes qui sont incarcérés juste parce qu'ils avaient un tatouage d'un gang. On te met dans une cellule où il y a 40 personnes, 50 personnes sur 20 mètres carrés. Je préfère vivre en France que vivre à Dubaï. Comme j'aime souvent dire, une seule rencontre peut changer toute une vie. Venez vivre une expérience inoubliable au Week-end de l'écrivain Tour 2026. Ce samedi 16 mai, au Salon de l'Aveyron à Paris, célébrons celles et ceux qui ont choisi d'écrire pour impacter. Au programme, conférences, ateliers, panels, stands d'exposition. Un événement organisé par les éditions Argent Livre. Ensemble, écrivons la suite de notre histoire. Changer l'histoire, laisser l'héritage, écrire pour impacter, je suis immortel. Lorsqu'on est avocat, est-ce que la vérité compte vraiment? La vérité sur le terrain moral ou la vérité judiciaire? Ah, très bonne question. Quelle vérité? Allons-y pour la vérité morale déjà. La vérité morale elle compte pas. C'est pas ce qu'on nous demande. Elle compte pas. C'est pas ce qui est attendu de nous. Mais on attend quoi d'un avocat du coup? Ce qu'on attend d'un avocat, c'est une vérité judiciaire. Et c'est quoi la différence entre les deux? La différence, c'est que quelqu'un peut avoir un comportement profondément immoral, mais c'est pas pour autant que c'est illégal. Est-ce que tu as un cas Ouais, un exemple. Un exemple. Tu peux être dans une situation où tu vas être désagréable avec ton copain. Ouais. Donc t'es quelqu'un qui va être psychologiquement défaillant avec ton copain, ne pas être présent pour lui. Ouais. Tu n'es pas un type bien. Ça, c'est quelque chose qui est moralement condamnable. Parce que tu dis, quand tu es avec tes amis, tu dois être fiable, tu dois être présent, tu dois être soutenant, tu dois être à l'écoute. Donc, quelqu'un qui, sur ce terrain-là, est défaillant, on va pas l'incarcérer après parce que c'est pas un bon ami. Tu vois, tu peux avoir une morale qui laisse à désirer, ne pas être présent parce que ton ami il a une épreuve difficile, il a un deuil, et t'es pas là pour lui, t'es pas présent pour le soutenir dans cette épreuve. C'est pas pour autant que c'est illégal et que tu vas te condamner parce que t'as pas été présent pour ton ami. Tu vois. Ouais. Donc la morale, c'est entre deux personnes ou un groupe. Ouais. C'est des codes. Il y a des choses, par exemple, quand tu es dans un moment difficile, tu réponds présent. Il y a la maladie, il y a un décès, tu viens. Ouais. Ça, c'est la morale. Ouais. Mais si tu le fais pas, on peut pas te condamner pour ça. Tu vois, sur le terrain de la légalité, il n'y a pas d'infraction qui existe pour condamner un individu qui ne s'est pas présenté aux obsèques de la mère de son ami. Tu vois. Mais c'est quoi le but de la justice? C'est la paix sociale, maintenir la paix sociale, maintenir l'ordre. Parce que des fois, parce que dans la justice, on entend juste. Donc j'ai envie de poser la question de savoir, est-ce que la justice est toujours juste? Non. Est-ce que ça ne perd pas son sens alors? Si la justice ne cesse d'être juste? Mais parce que parfois c'est compliqué. Parfois c'est compliqué d'avoir une décision d'une justesse, d'une précision et qui permette aux parties d'être apaisées. C'est extrêmement compliqué parce qu'il faut avoir tous les éléments pour faire ça. Et après, il ne faut pas oublier que la justice elle est rendue par des hommes. Ouais. Et qui dit des hommes dit des êtres imparfaits. Est-ce que pour toi, ça serait juste de donner une condamnation de 10 ans, par exemple, à un criminel qui a multirécidiviste? Est-ce que c'est juste pour toi? Mais ça dépend le crime qu'on lui reproche. Quand je n'entends pas crime, meurtrier, si tu préfères. Meurtrier? Ouais. Il y a un policier qui a pris 10 ans, là. Oui, justement. Est-ce que c'est juste? Je connais pas le dossier. Je connais pas le dossier. Après, en général, meurtre, c'est les tarifs, c'est entre 18 et 25 ans.
Et on se base sur En quoi? général, c'est entre 18 et 25 ans. Et on se base sur le casier judiciaire de la personne, on se base sur le degré de violence qui a été perpétré, on se base aussi sur le profil de la victime. Donc il y a tout ça qu'il faut prendre en considération quand tu rends une décision. Et est-ce que tu penses pas que... Parce qu'avant, il y avait ce qu'on appelle la loi du talion, œil Ouais. pour œil, dent pour dent. Ouais. Et est-ce que pour toi, ça serait pas plus juste pour quelqu'un qui a commis plusieurs crimes et tout, voilà, quand je dis crime, meurtre, le condamner à la peine de mort, c'est pour toi, ça serait juste ou pas? Tu le condamnes à la peine de mort, donc tu fais 1 + 1. Lui, il a fait, toi, tu fais. Comme on dit, match aller, match retour. Loi du talion, quoi. Moi, je suis pas pour la peine de mort. Mm. Je suis pas pour la peine de mort parce que je pense que la vie, c'est vraiment le lien et c'est vraiment le point le plus sacré qui existe. Donc, quand tu la supprimes, tu te prives d'une force. Parce que la vie, c'est une force. Donc, moi, je suis pas pour. Après, je peux comprendre que des individus estiment que si demain on tue leur enfant, on tue leur épouse, on demande qu'ils soient totalement condamnés et qu'ils soient assassinés, je peux l'entendre, mais je ne cautionne pas. Je pense qu'il y a plus de grandeur d'âme dans l'incarcération d'une personne et le fait de le traiter avec une certaine sévérité par rapport à ce qu'il a fait que de le tuer. Je trouve que c'est facile de tuer. Ah oui? Bah, c'est quelque chose de relativement simple. Mais après, le problème, c'est qu'il faut vivre avec après. Non, mais si c'est l'État, l'État va pas avoir mauvaise conscience de tuer quelqu'un. Si c'est pour rendre justice par rapport à un homicide qui a été effectué et qu'on se rend compte que la réponse que beaucoup de gens réclament, c'est œil pour œil, dent pour dent, la loi du talion, donc on tue aussi, c'est facile de tuer. C'est plus difficile d'éduquer, Oui. de sanctionner, de prendre le temps de traiter la personne avec dignité, quand bien même ce qu'elle a commis est inadmissible, tu vois. Mais est-ce qu'en termes d'efficacité, c'est pas mieux? Par exemple, j'entends souvent dire dans les Émirats arabes unis, là, que justement la sécurité est impressionnante là-bas. Justement parce que la justice est très, très rigide, très sévère. Ce qui se passe dans des pays comme les Émirats arabes unis, tu as même le Salvador aujourd'hui. Oui, exactement, le Salvador. Un Oui, des pays les plus sûrs au monde. Oui. Il faut voir ce qui se passe en coulisses. C'est que dans ces pays-là, il n'y a pas de présomption d'innocence, il n'y a pas de principe du contradictoire. On peut t'enfermer alors que tu n'as pas commis un crime, juste parce qu'on estime que tu es potentiellement dangereux. Donc il y a une répression qui est totale et absolue. Il y a un climat de terreur qui existe, parce que c'est l'État qui instaure la terreur. Aujourd'hui, dans des pays comme la France, personne n'instaure la terreur. Les voyous, ils peuvent avoir des comportements criminels, mais ceux qui sont attrapés, ils sont sanctionnés. Il n'y a pas un voyou qui se balade, qui commet un crime et qu'on ne sanctionne pas. Ça n'existe pas. Après, on peut estimer que les sanctions ne soient pas suffisamment fortes. Oui. Ça, c'est un autre débat. Mais il n'y a pas d'impunité en France. Ça n'existe pas. Ça, c'est un mythe. Un individu, on va dans les cours d'assises. Moi, il n'y a pas très longtemps, j'ai un client, il a pris 22 ans. Donc, il y a des peines à 2 chiffres. Il n'y a pas longtemps, j'ai pris aussi 12 ans. Donc, il y a des sanctions en France. Après, on peut estimer qu'elles soient insuffisantes, possible, parlons-en. Mais quand on fait la comparaison avec le Salvador ou avec Dubaï, la différence en France, c'est qu'il y a des droits de l'homme. Dans ces 2 pays, il n'y a pas les droits de l'homme. C'est l'État qui a le dernier mot. Les avocats ne servent à rien puisque les personnes sont placées en détention provisoire pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Elles sont condamnées après à des peines à perpétuité. Le procès, c'est de mascarade. On n'instruit pas à charge et à décharge parce qu'on part du principe où le résultat, donc l'obligation d'avoir un endroit apaisé, l'emporte sur les vérifications de preuves. Donc les procès sont des mascarades. Bon, la question aussi, c'est est-ce que le procès devrait être... comment dire? Est-ce qu'il devrait... Au Salvador, on a des individus qui sont incarcérés parce qu'ils ont des tatouages. Mais est-ce que c'est pas de la vulgarité? Est-ce que c'est pas un peu trop rapide, là, de la conclusion qu'on tire? Non, mais ce que je dis est vérifiable. Tu
toute façon, Internet, il y a des articles qui ont été écrits, des reportages qui ont été réalisés. Au Salvador, il y a des hommes qui sont incarcérés juste parce qu'ils avaient un tatouage d'un gang. Ce qui n'est pas la preuve qu'ils sont passés à l'acte. Juste le fait d'appartenir à un gang, on t'incarcère. On te met dans une cellule où il y a 40 personnes, 50 personnes sur 20 mètres carrés. Moi, c'est pas un modèle qui me fait fantasmer. Hein. Mais peut-être que c'est propre à leur réalité aussi. Pourquoi est-ce qu'on devrait copier le modèle peut-être occidental? Moi, je n'ai pas demandé de copier le modèle. Moi, je ne dis pas aux gens, faites comme la France. La France est le phare du monde. La France est le pays à suivre. J'ai jamais dit ça, moi. Tu m'entendras jamais dire ça, d'ailleurs. Chaque pays a ses spécificités en fonction de sa géographie, en fonction de son histoire. Néanmoins, je préfère vivre en France que vivre à Dubaï. Ok. Et pour toi, est-ce que le fait d'incarcérer les gens, ça résout vraiment le problème? Ça dépend si on donne les moyens de l'incarcération. Qu'est-ce qu'on met derrière l'incarcération? Est-ce qu'on met une réinsertion avec l'accès à des livres, l'accès à des formations, l'accès à un accompagnement qui permet à l'individu de se sentir valorisé et de se sentir important? Ou est-ce qu'on incarcère pour incarcérer et on laisse l'individu jouer à la PlayStation ou être enfermé dans sa cellule 22 heures sur 24? Donc, qu'est-ce qu'on met derrière l'incarcération? Est-ce qu'on a les moyens humains pour permettre aux personnes de se repentir et de tourner la page à leur passé délinquentiel ou leur passé criminel pour s'inscrire dans une nouvelle dynamique? Est-ce qu'on se donne les moyens ou pas de l'ambition qui est la nôtre? Ouais, vrai sujet. Vrai sujet. Ok. Autre question. Aujourd'hui, toi, tu es avocat. Avocat, oui. Non, j'ai fait mes petites recherches quand même. Avocat au barreau de Paris depuis... et tu as prêté serment le 6 mars 2019. Ouais, je suis au barreau de Bobigny dans le 93. Ouais. J'ai prêté serment le 6 mars 2019. 2019, ouais. Ah, mes recherches étaient correctes. Et toi, tu viens du Congo-Kinshasa. Tu es arrivé en France à l'âge de 7 mois. C'est ça, ouais. 7 mois. Et tu as grandi à Montreuil. Ouais. Il y a toujours ton cabinet. Donc à 17 ans, tu vas aux États-Unis. 17 ans, ouais. 17 ans. Et là-bas, tu réalises que c'est possible d'être grand, noir, avoir des tresses, des locks et porter une robe. Absolument. Absolument. Porter une robe. Et au-delà de ça, donc j'ai vu que je me suis renseigné un peu sur le boulot d'avocat. Avocat, il y a plusieurs spécialités, c'est un peu comme la médecine. Absolument. Et toi, tu es essentiellement dans tout ce qui concerne l'avocature civile et criminelle. Moi, je suis plus dans le criminel. Dans le criminel. Plus dans le pénal, ouais, précisément. Ouais. Je fais du délinquant et du criminel. Tu vas nous expliquer pourquoi ce volet-là. Et tu es également fondateur de l'association Black Mind. Ouais. Donc, aujourd'hui, tu ne fais pas que ça. Non. Tu as également le média Librairie Africaine. Ouais. Et bien sûr, multi-investisseur dans plusieurs affaires. C'est ça. Je viens dire ça comme ça. C'est ça. OK. Bon, avant d'aller plus loin, je vais faire mon intro. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien, qu'il t'arrivera des choses bien, tu l'auras bien compris. Aujourd'hui, on reçoit le maître Mbeko. Je pense que nous sommes à notre rendez-vous annuel. Je pense que ça fait 3 ans qu'on t'invite 3 fois. Ouais. Mais tu sais, préparer l'émission avec toi, c'est difficile. Hein? Pourquoi? Parce qu'il faut trouver des angles que tu n'as pas déjà abordés. Oui, mais après, il y a l'actualité. Oui, il y a l'actualité, mais bon, l'actualité, dans 3 mois, ça sera plus l'actualité. Oui, mais après, je pense qu'il y a des enseignements dans l'actualité qui sont universels et qui sont intemporels. Hein. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Notamment l'affaire Bali Bakayoko. On reviendra dessus tout à l'heure. Parce qu'il y a les masques qui sont tombés. Énorme. Dans l'équipe, avant d'aller plus loin, je rappelle qu'on se retrouve le 16 mai prochain du côté des salons de l'Aveyron pour la 5e édition du week-end de l'écrivain. Et le maître sera présent. Absolument. Toujours. Comme d'habitude, avec l'onction. Toujours. Il va venir lire la messe. C'est important. Important de transmettre et de partager. Donc voilà, l'équipe, vous connaissez déjà. Bon, pour ceux qui étaient là l'année dernière, ils ont bien vu que ceux qui ont entraîné n'ont pas pu avoir de place. C'était un succès incroyable. Alors, en tout cas, merci. C'était quand même un peu... grâce à toi, grâce à vous, grâce à l'équipe de la Librairie Africaine aussi. Merci à toi et merci pour l'invitation. Et c'était vraiment un très bon moment. Vraiment, c'était vraiment des rencontres, des échanges. Des femmes et des hommes passionnés, beaucoup de joie, beaucoup de fierté. Moi, j'étais très heureux. Lourd, merci. Je suis très fier de ce que vous faites. Merci. Donc, on est venu, on a reçu l'onction. Donc, vous comprenez que pour 2026, ça sera encore un autre niveau. Donc, n'hésitez pas, le lien est juste en bas. Et vous le savez déjà, l'une des invités phares qu'on aura cette année, c'est la Titubos, coach Lady Sonia, qui sera des nôtres. Donc, il y a dans le premier commentaire de la description, il y a tout ce qu'il faut. Vous cliquez, vous réservez rapidement votre place. Au-delà de ça, je rappelle que Argent Livre, c'est d'abord une maison d'édition. Donc, si jamais vous avez pour projet d'écrire un livre, vous avez déjà écrit
n'hésitez pas à nous contacter au +33 624 58 90 74 ou argentli@gmail.com. Maintenant que tout ceci est dit, on va démarrer cet épisode avec le maître Mbeko. Non, sans remercier Nelly qui est à la régie, sans qui cet épisode n'aurait pas pu être enregistré. Et on fait un big up à Lorraine qui est juste derrière la caméra. Cela étant dit, bonjour maître. Bonjour Valère. Comment tu vas? Très bien, et toi mon frère? Ah, je vais aussi bien que Samuel Eto'o à la tête de l'Africa Foot. Alors, si tu devais écrire un livre sur ta vie, ouais, quel en serait le titre? Là, je pense que ça serait un clin d'œil à Aimé Césaire. Ça serait Noir je suis, noir je resterai. Noir je suis, noir je resterai. Ouais. Un titre comme à ton image, quoi. Ouais. Pourquoi ce titre-là? Ouais, parce que je pense qu'il faut affirmer qu'être noir, c'est un don et c'est pas un délit, tu vois. Faut le matraquer. Et je le matraque même pas pour les blancs, c'est plus pour les noirs. Encore beaucoup de noirs qui doutent. Beaucoup de noirs qui doutent d'eux-mêmes, qui doutent de leurs capacités, qui sont complexés parce que noirs. Et si je devais faire un livre, ce serait d'abord pour eux. Donc je l'appellerais Noir je suis, noir je resterai. Ok. Et quelle serait la raison pour laquelle on devrait lire ce livre-là? Ce serait pour les personnes qui s'estiment pas légitimes. Ce serait un livre pour elles. Ouais. Les personnes qui sont convaincues, mais qui ont confiance en elles et qui ont suffisamment d'assurance, je leur dirais de passer leur chemin, parce qu'elles apprendraient pas grand-chose dedans. Mais ce serait pour les personnes qui se posent 10 000 questions avant de passer à l'action, qui ne s'autorisent pas à être heureuses, qui ne s'autorisent pas à rêver grand, et qui ne s'autorisent pas à faire des belles choses. Ce serait pour elles cet ouvrage. Lourd. Et si toi, aujourd'hui, tu devais te présenter sans humilité? Aucune. Sans humilité? Ouais. Je suis pas camerounais. Quel petit sourire là. Je suis pas camerounais, c'est compliqué, c'est les Camerounais ça. Ouais, essaye un peu. D'être Sans camerounais, humilité. l'espace d'un instant. Sans humilité, je dirais que je suis un avocat passionné, un travailleur acharné, et que je suis bon dans ce que je fais. Je suis très bon dans ce que je fais. Ah oui. Ouais. Lourd. N'en déplaise, là, vraiment à lever là. n'en déplaise à mes détracteurs, Ouais. qui en général, je parle dans l'avocature, des détracteurs qui disent que je suis pas au niveau, mais qui font pas un tiers de ce que je fais, mais qui sont pas capables de faire ce que je fais. Donc, n'en déplaise à ceux qui sont derrière et qui parlent dans mon dos. Et tu penses que c'est quoi? C'est de la jalousie? Oui, ou... oui, de la jalousie, Ah ouais? bien sûr, de la frustration. Frustré pourquoi? Parce que beaucoup auraient rêvé avoir les dossiers que j'ai, Ouais. Ah oui. Ouais. avoir la renommée qui est la mienne. Ouais. Moi, j'ai la chance de plaider dans toute la France. J'ai plaidé à Bordeaux, j'ai plaidé à Marseille, j'ai plaidé à Lille, j'ai plaidé à Paris forcément, j'ai plaidé à Reims, j'ai plaidé à Tours. J'ai la chance de faire le tour de la France dans mon activité. J'ai plaidé à Lyon et de bien vivre de mon activité, de rencontrer des femmes et des hommes extraordinaires sur ma route, de vivre des expériences épanouissantes. Et il y a plein d'avocats qui, malheureusement pour eux, ne vivent pas ça. Donc ça les rend aigris, frustrés, jaloux. Mais Pas tous les avocats le sont. Moi, j'ai des avocats qui sont fiers aussi, qui sont contents de ce qui m'arrive, avec qui j'ai des bons échanges. Mais il y a quand même beaucoup de haters. On les embrasse. De toute façon, quand on est aussi exposé que toi, forcément, on attire beaucoup de haters. Oui, mais on les embrasse. mais du coup, moi, j'aimerais savoir, c'est quoi le profil de la personne la plus influente que tu as eu le dossier de la personne la plus influente que tu as eu à gérer? Dont tu peux parler, bien évidemment. Non, je peux en parler, Moi, je crois que c'est Kémy Séba, Ah oui. aujourd'hui. J'ai la chance de travailler un peu avec lui sur certaines choses. Et d'ailleurs, je lui passe mes salutations les plus distinguées. Et je crois que c'est Kémy Séba. Mais si tu peux nous en parler, qu'est-ce qu'on lui reproche à Kémy Séba? Kémy, on lui reproche quoi? On lui reproche de vouloir travailler à l'émancipation du peuple noir dans sa globalité, et en particulier du Bénin. Kémy, on lui reproche d'être un éveilleur de conscience, de nous tirer vers le haut. Kémy, on lui reproche d'être le poil à gratter, d'être un homme qui
qui a des convictions depuis une vingtaine d'années, qui a un parcours qui lui appartient, mais qui a un parcours qui est la démonstration qu'on peut soutenir des idées fortes, défendre les intérêts de son clan, sans jamais se renier et sans jamais basculer dans tout ce qui est renoncement. C'est quelqu'un qui est cohérent. Donc on lui reproche d'être debout. Mais lorsqu'on défend des dossiers comme ceux-là, en tant qu'avocat français, est-ce que c'est pas dangereux pour toi? Oui, c'est dangereux parce que c'est pas facile. C'est quoi le plus difficile? Je pense que le plus difficile, c'est de passer à côté de sa vie. Hein. Comment ça? C'est pas faire ce qu'on aime. Moi, je fais ce que j'aime. Ouais. Quand je travaille avec un Kémy Séba ou quelqu'un d'autre, ou que je travaille avec un terroriste, que je travaille avec un sportif de haut niveau, avec un rappeur, ou avec des anonymes qui ont participé à des infractions extrêmement graves, enlèvement, séquestration, viol en réunion, meurtre ou assassinat, c'est pas facile, mais il faut le faire. Bon, avant d'aller jusque-là, parce que c'est des questions que j'ai prévues, parce que je dois noter que tu as eu à défendre des dossiers terroristes, Oui. des criminels, Oui. des meurtriers, Oui. des violeurs aussi. Oui. Voilà, donc on reviendra dessus parce que je pense que c'est des sujets qui méritent qu'on lève un pan de voile. Mais j'aimerais qu'on revienne un peu dans ton enfance. Tu en as déjà beaucoup parlé. Donc on va vraiment venir sur les grandes lignes. Lorsque tu décides de devenir... Bon, déjà, on va revenir pour ceux qui peut-être ne savent pas. À quel moment tu décides de devenir avocat? J'ai 9-10 ans. 9-10 ans. Il s'est passé quoi? Un besoin d'être utile. Hein. Un besoin d'être utile, une volonté d'être un soutien pour les siens et de porter la parole des femmes et des hommes autour de moi. C'était une volonté très puissante. Ouais. Et à partir de ce moment-là, parce que là, j'aimerais qu'on parle plus jeune, qu'est-ce que tu fais à partir de ce moment-là où tu dis je vais être avocat? C'est quoi la démarche que tu entreprends? À l'époque, il n'y a pas Internet, donc c'est énormément de lectures, énormément de documentaires. Je me plonge dans les livres qui parlent du métier d'avocat, je me plonge dans les livres qui sont écrits par des avocats. Je commence à lire Jacques Vergès, je commence à lire André Gide. Je lis beaucoup d'auteurs, français ou non, qui sont liés à l'avocature, qui sont liés à ce métier qui m'intéresse. Et je commence à faire du théâtre, je commence à développer ma prise de parole en public, je commence à lire énormément. Et je me prépare parce que je sais que si je veux devenir avocat, j'ai pas le droit à l'erreur sur le terrain de l'oralité. Ouais, ça c'est sûr. Ouais. Donc je travaille énormément. Quand tu dis tu travailles énormément, c'est quoi? C'est du combien d'heures par jour à peu près? À l'époque ou aujourd'hui? À l'époque. À l'époque, moi je pouvais passer mes samedis tout entiers. Déjà, je passais mes soirées à lire. Ah oui. Après, j'ai eu une période aussi où j'étais très PlayStation avec mes gars. J'ai eu une période où on jouait beaucoup à la PlayStation. Après, quand j'ai commencé à vouloir travailler ma prise de parole, là, j'ai commencé à renoncer à tout ça. Ah oui. Donc non, beaucoup de travail de lecture, beaucoup de travail de réflexion, d'analyse, de documentaire. Et Dieu merci, ça a payé. Hein. Wow, ok. Et comment tu prépares le concours? Parce qu'il y a le fameux concours. Ouais. Et au barreau de Paris, c'est compliqué. Ouais. Et comment tu prépares ce concours? Déjà, voilà. Tu fais une prépa. Ouais, ok. Tu travailles, tu fais une prépa, tu te fais accompagner. Et tu organises ta vie. Tu organises ton hygiène de vie autour de ça. Ça devient central. Ouais. Le concours, l'examen d'entrée à l'école d'avocat, il devient central. Donc, tu organises ta vie, et ta vie privée et ta vie publique, si jamais tu en avais une, autour de ça. Ouais. Et c'est quoi le plus gros sacrifice que tu as dû faire pour pouvoir réussir ce concours-là? Ce qui coûte le plus, c'est le temps. Parce que ça ne se rattrape pas, le temps. Ouais. Donc, j'ai donné beaucoup de temps. Beaucoup de samedis, beaucoup de dimanches, beaucoup de soirées, une partie de mes nuits pour avoir ce que j'ai aujourd'hui. J'ai donné beaucoup de mon temps. Ouais. Mais est-ce que par moment, tu t'es pas senti... Bon, tu réussis le concours, je te retrouve... Déjà, tu as fait tes études où? Dans quelle université? Moi, j'étais à Montpellier. À Montpellier. Moi, j'ai fait droit et sciences politiques à Montpellier. Ouais. J'étais à la fac de droit à Montpellier. Et après, j'ai fait la fac de sciences politiques à Montpellier. Ensuite,
J'ai loupé 2 fois le concours à Montpellier. Ah oui, ça c'est important de le dire. Ça nous intéresse, ça. À 2 reprises, j'ai Mais loupé le pourquoi concours. Pourquoi tu l'as loupé? Ça, c'est des mystères, ça. Comment ça? Ouais, je l'ai loupé. Déjà, je pense que sans prétention aucune, j'étais au niveau à l'époque, mais il fallait limiter les places. Donc, c'est pas. Ils disent que c'est un examen, en fait, c'est un concours. Il y a des places limitées. Ben oui. Mais ils le disent pas. Mm. Donc, la sélection, elle est drastique. Et j'avais demandé, moi, à chaque fois, à avoir accès à mes copies. J'ai jamais eu accès à mes copies. Parce que je savais que c'était pas. J'avais à chaque. La première fois, j'ai eu 9,2, 9,3 de moyenne Sur combien? sur 20. Ouais. Et la deuxième fois, j'ai eu 9,8 ou 9,9. Il manquait un demi-point pour 1 point, 0,1 pour accéder aux euros. Parce qu'il y a les écrits d'un côté, les euros de l'autre. Donc, on va dire que je n'étais pas assez préparé. Et pourquoi tu n'as pas abandonné? Parce que ça, Non. c'est important de parler de ça, de l'échec. C'est pas le genre de la maison. Jamais de la vie. C'est pas le genre de la maison. C'est pas ce que c'est abandonné. C'est même pas un mot qu'on emploie. C'est toi qui utilises ce mot. Moi, je le connais pas, ce mot. Ah ouais? Non. Et c'est quoi ton rapport à l'échec? Moi, j'ai pas de rapport à l'échec. Je sais pas ce que c'est que l'échec. Tu travailles, tu recommences, tu travailles, tu recommences. Ça marche pas, tu recommences. Ça marche pas, tu recommences. Mais je sais pas ce que c'est que l'échec, mon frère. Mais c'est rassurant de savoir que Mbeko, il a échoué 2 fois quand même. Bien sûr. Mais bien sûr. Non, mais l'échec, c'est pas grave. Ouais. Sincèrement, je le dis, c'est pas pour faire genre. On n'est pas dans une vidéo de développement personnel. L'échec, c'est pas grave. Ce qui est grave, c'est de rester allongé. Mais tu tombes, tu te recommences, tu tombes, tu recommences. Ça fait partie du processus. Ouais. Et quand tu échoues 2 fois, c'est quoi la leçon que tu en tires? Il faut que je travaille encore plus. Ah ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Et donc. Il n'y a pas de mystère. Il n'y a pas de marabout. Il n'y a pas de fée clochette. C'est tu travailles encore plus. Tu travailles encore mieux. Tu t'entoures de personnes encore plus compétentes autour de toi. Et tu consacres l'argent, l'énergie et le temps nécessaire pour que ça marche. Ouais. Mais quand tu décides de devenir avocat, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui t'ont fait savoir que c'est la phrase qui revient souvent, mais tu fais ton blanc? Parce qu'on n'est pas habitué peut-être à voir à cette époque-là encore plus. À l'époque, ouais. Bien sûr. Mais bien sûr. À l'époque, c'était pas la mode. À l'époque, c'était pas la mode. Donc forcément, dans mon entourage, dans mes proches et des gens que j'ai croisés sur ma route, on m'a fait comprendre de manière directe ou indirecte que c'était pas pour moi. On te disait quoi concrètement? La C'est phrase pas un dont métier pour toi. Ah oui. Oui. Et tu leur répondais quoi? Des fois, je répondais même pas, mon frère. Parce que des fois, les gens, tu peux pas leur répondre. Ils sont médiocres, ils ont une vie inintéressante, ils sont pas heureux, ils sont pas épanouis. Donc, tu vas leur répondre quoi? Déjà, regarde la vie qu'ils ont. Des fois, je répondais même pas. Je dis, ok, merci. Et des fois, je répondais, mais bien souvent, m'arrivait plusieurs fois de dire, ok, merci, c'est gentil. Mais quand tu échoues 2 fois, à un moment donné, tu te dis pas, est-ce que c'est pas eux qui ont raison? Non. Non. Parce que moi, je suis sûr de ma force. Je suis sûr de ma puissance intellectuelle, de ma puissance verbale. Je suis sûr de ma capacité à démontrer un certain nombre de choses. Je suis sûr de moi. Déjà à cette époque-là. Et ça te venait d'où, cette assurance? Je pense que c'est ancestral. Hein. Ah ouais? Ouais, sincèrement. Parce que c'est ni ma mère ni mon père qui me l'ont transmis. Ils ont leur force et leur faiblesse, hein, mes parents. Mais ils ne m'ont pas transmis ça. Ils ne m'ont pas transmis cette détermination et cette confiance en moi. Donc je pense que c'est ancestral, ça vient des ancêtres. Et pour quelqu'un qui n'aurait pas des ancêtres pour leur transmettre cela, comment est-ce qu'il pourrait faire pour développer cette force de caractère-là? Travailler, s'entourer de personnes compétentes, être dans une logique d'écouter ceux qui sont des modèles, de s'inspirer de ces modèles. C'est intéressant, tu as commencé par Samuel Eto'o tout à l'heure. Ouais. C'est un modèle. Ouais. S'inspirer de Samuel, son parcours, de prendre le meilleur chez lui, d'écarter le pire. Et c'est ça, moi, je pense. Tu te développes en t'inspirant de femmes et d'hommes qui ont accompli des choses qui t'impressionnent et qui te donnent envie d'accomplir aussi, tu vois. Et ça demande beaucoup d'humilité, hein, Ouais. parce que tu vas observer l'autre, tu vas t'inspirer de l'autre et tu vas prendre ce que tu estimes être pertinent pour toi, tu vois. Forcément, forcément. Et donc là, tu prêtes serment, tu es avocat. Ouais. Tu te dis quoi? Que le spectacle commence. Ah oui? Et est-ce que tu te rappelles ton premier procès que tu as défendu? Le premier dossier? Ouais, je me rappelle. Est-ce que tu peux nous en parler? Ouais, c'était un dossier de
un type qui poignarde un autre mec. Mhm. C'était des violences avec armes. 2 coups de couteau, précisément. C'était une bagarre ou... C'était une bagarre, oui. Ouais. Une bagarre. Et je défendais l'homme qui avait planté à 2 reprises la victime. Et à l'époque, ce qui avait été demandé, c'était 5 ans. Je crois que je m'en sors avec 3 ans. C'était une de mes premières plaidoiries, si ce n'est la première. J'étais très content, le client était content. Ah oui. C'était une belle plaidoirie. On peut faire beaucoup mieux, parce que j'ai fait beaucoup mieux après. Mhm. Mais pour un départ, pour une première fois, c'était vraiment pas mal. Et comment tu gères le stress dans ces cas de figure? En fait, le stress, tu le gères parce que tu as suffisamment confiance en toi. Et tu as suffisamment confiance en toi parce que tu as suffisamment travaillé. Mhm. L'antidote au stress, c'est le travail. Ouais, c'est vrai. C'est le travail. Parce que, tu vois, c'est comme quand tu es au foot et que tu t'entraînes sur des phases bien précises que tu vas reproduire en match. Plus tu les as travaillées, Ouais. plus ton cerveau Ouais, il ouais, les a ouais, bien sûr, intériorisés, bien il les a intégrés, plus ça devient facile les jours de match, tu vois. Mhm. C'est pareil. Mm. C'est pareil. Et comment tu prépares un procès? C'est quoi les étapes? Les étapes, c'est récupérer le dossier, déjà, analyser le dossier en détail, essayer de comprendre un peu qui sont les différents protagonistes du dossier, qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait, les motivations qui sont les leurs. Ensuite, aller voir la personne en détention. Moi, je défends rarement des personnes qui sont libres, tu vois. Donc, je vais la voir en détention, parler avec elle, connaître son état d'esprit, connaître son positionnement. Est-ce qu'elle reconnaît les faits ou elle ne reconnaît pas les faits? Et après on y va. Hein. Mm. Après, on y va. Hein. Est-ce que c'est bon ou c'est mauvais de mentir à son avocat? C'est pas bon. Pourquoi? Parce que s'il y en a bien un qui te juge pas et qui est là et qui a fait parfois 20 km de voiture pour aller en prison, c'est pas 40 km, voire des fois tu fais même tu traverses la France pour aller voir ton client, pour le défendre, pour le préparer. S'il y en a bien un qui croit en ton humanité, c'est l'avocat. S'il y en a bien un qui te voit pas comme un animal, alors que tout le monde te présente comme un sous-homme, comme un animal, c'est ton avocat. Donc ne lui mens pas. Parce qu'il est là pour défendre tes intérêts. Et peut-être tu peux mentir parce que je te dis peut-être en mentant, il sera plus motivé à te défendre. Non, moi je pense pas. Mm. Moi je pense pas que ce soit pertinent de mentir à son avocat. Parce que déjà on est soumis au secret, donc on va pas dévoiler ce qui a été dit. Et ensuite, on a besoin de confiance, on a besoin de proximité, voire de complicité pour travailler sur quelque chose de pertinent en termes de défense et en termes de proposition du récit. Parce qu'un procès, c'est des histoires qui s'affrontent. Il y a l'histoire que le procureur il a présentée, l'histoire que la victime, quand tu as une victime, a présentée, et l'histoire de celui qui est poursuivi, que ce soit un accusé ou autre. Donc il faut que l'histoire que tu racontes, elle soit cohérente de bout en bout, pardon, et qu'elle soit percutante. Sinon, le juge ne sera pas convaincu par ce que tu dis. Et c'est important pour que cette histoire soit cohérente, qu'entre l'avocat et le client, il y ait une symbiose, qu'il y ait une transparence et qu'il y ait un lien de confiance et qu'on se dise la vérité. Mais est-ce que dans un procès, pour une personne, pour un client qui se fait représenter par un avocat, c'est à quel moment qu'on demande au client de prendre la parole ou alors il peut intervenir sans jamais prendre la parole, l'avocat du tout? Pendant le procès, il y a 2 moments où il prend la parole. Ouais. Même 3 même. Quand on parle de sa personnalité, quand on fait un récapitulatif de qui il est, de son parcours. Donc à ce moment-là, il est interrogé par le juge, par le président ou la présidente. Après, son avocat peut lui poser des questions. L'avocat général... Son propre avocat? Son propre avocat peut lui poser des questions. Le procureur ou l'avocat général peut lui poser des questions. Donc il y a un questionnement, il y a toute une réflexion qui a lieu sur sa personnalité. Ah oui, ça compte. Hein. Ça compte. C'est très important, la personnalité. C'est prévu par la loi. Ah oui. On ne peut pas juger un homme sans se soucier de sa personnalité, sans se soucier de son parcours, de son cheminement existentiel et de qu'est-ce qui l'a amené à devenir ce qu'il est devenu. Donc ça, on l'interroge. Après, on l'interroge sur les faits, sur ce qu'il a fait ou sur ce qu'il n'a pas fait. Et du coup, par rapport à ça, il a son temps de parole. Il a un temps de parole, il a un temps de
d'explication sur les actes qu'il a commis ou pas commis. Donc ça, c'est important aussi, parce que c'est des moments qui sont précieux. D'accord, ok. Mais est-ce que pendant le procès, devant le juge, est-ce que c'est bon de toujours dire la vérité? Moi, je dis tout le temps, un accusé a le droit de mentir. Il a le droit de mentir. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est un résultat. Donc moi, je dis, il faut faire ce qu'il faut pour obtenir le résultat ou s'en rapprocher le maximum. Donc moi, je dis à mes clients, dites au juge ce qu'il veut entendre, parce que c'est lui qui va décider de votre avenir. Ah, d'accord. C'est un peu comme quand tu rencontres une femme que tu trouves à ton goût, avec qui tu aimerais passer un moment d'intimité, tu es contraint et forcé de lui dire ce qu'elle veut entendre, sinon à aucun moment elle t'invitera à passer un moment d'intimité avec elle. C'est la même chose avec un juge. Mais comment moi, en tant que client, je fais pour savoir ce que le juge veut entendre? Mais après, c'est là que ton avocat te prépare, en t'expliquant par rapport au dossier. Oui. Y a des éléments qui sont accablants, il y a des éléments qui ne laissent aucun doute sur ta culpabilité. Dire que tu n'as rien fait, c'est une injure au juge, et c'est une injure à la cour d'assises qui va te juger. Reconnais les faits, fais preuve d'un repentir qui est sincère, explique que tu regrettes ce qui s'est passé, que tu traverses un moment existentiel des plus troublants, et le reste, moi, je m'en occupe. Mais venir dire, alors que, preuve à l'appui, on sait que c'est toi de manière indiscutable, que c'est pas toi, c'est prendre le président pour un lapin de 6 semaines, c'est insulter son intelligence, et c'est du coup nécessairement récolter une sanction qui sera violente. Parce que tu exerces une violence quand tu es de mauvaise foi avec lui, donc lui te renvoie une violence dans la décision qu'il va rendre. D'accord, ok. Et dans les films, très souvent, on dit, ouais, vous avez le droit de garder le silence. Oui. Pourquoi? Parce que des fois, il vaut mieux se taire que dire n'importe quoi. Parfois, la mélodie du silence est beaucoup plus belle que la mélodie du mensonge. Ah ouais. Oui. Et tu penses quoi des avocats commis d'office? Il en faut. Mais est-ce qu'ils défendent vraiment? Est-ce qu'ils sont aussi compétents qu'un avocat? Il y a de très bons avocats commis d'office, comme il y en a de très mauvais. Et il y a des très bons avocats qui sont payés, et il y en a qui sont de très mauvais qui sont payés aussi. Ouais, aussi. L'excellence n'a rien à voir avec la gratuité ou le prix. On a des avocats qui sont très bien payés, qui sont nuls, et on a des avocats qui sont pas payés dans le sens où c'est pas le client qui paye, qui sont mis à titre gratuit pour défendre une personne, et qui font du très très bon travail. Mais pourquoi est-ce que... Mais heureusement qu'ils sont là, les commis d'office. Ah oui? Oui, heureusement qu'ils sont là, parce qu'il faut des commis d'office. Il faut des avocats qui interviennent pour des personnes qui n'ont pas les moyens ou qui n'ont pas envie de sortir de l'argent. Il en faut. Pour que le système fonctionne, il faut des commis d'office. Il faut leur rendre hommage, c'est important. Mais les caricaturer en disant qu'ils sont tous nuls, c'est faux. Les sanctifier en disant qu'ils sont tous bons, c'est faux aussi. Il faut nuancer. Il y a des excellents commis d'office et il y a des médiocres. Mais comment aujourd'hui on fait pour savoir? Ok, tu me parleras peut-être de la recommandation, mais imaginons une personne qui ne sait pas du tout. Comment il fait pour choisir le bon, le mauvais? Est-ce qu'il faut regarder sur Internet? Qu'est-ce qu'il faut pour savoir quel avocat est bon? Déjà, il faut essayer de passer par son réseau. Voir dans son réseau si on a des personnes qui connaissent des avocats qui sont bons, pour qu'il y ait un transfert de confiance. Après, il y a les avis sur Internet. Après, il y a aussi... l'audience. Moi, un jour, il y a un client. Il m'a dit, maître, j'aimerais vous confier un de mes dossiers. Il était libre. J'aimerais vous confier un de mes dossiers. J'ai une audience dans quelques mois. Mais avant de vous donner mon argent, j'aimerais venir vous voir plaider au tribunal pour voir ce que vous valez. Ah oui. Moi, j'ai trouvé ça couillu, j'ai trouvé ça bien, tu vois. J'ai dit, monsieur, pas de problème. Voici mon prix. Il m'a dit, OK. Je lui ai dit, voici mes prochaines dates d'audience. Je plaide ici, si vous voulez venir voir ce que je vaux. C'est une audience publique. Il est venu. Il a vu. Il s'est excusé parce qu'il a douté. J'ai accepté ses excuses et il m'a engagé. Ouais, c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément. Mais il est venu, il a vu.
Il y a pas... On peut monter, descendre. On peut aller sur Internet, on peut faire Ouais, des belles ah, vidéos. ouais. Le terrain, c'est le terrain. Ouais, c'est clair, le terrain, Tu ne mens pas. Ça ment pas, le Ça terrain. ment pas. Ça ment pas. Ouais, ouais, grave. Tu peux raconter tout ce que tu veux, faire de belles vidéos, de belles photos, avoir un beau site internet avec une belle présentation, une belle carte graphique, des couleurs qui vont bien, un marketing des plus séduisants, des plus délicieux. Mais mon frère, si sur le terrain, tu n'es pas capable d'être à la hauteur, Non, c'est clair. ça va se voir tout de suite. Ouais, tout de suite, tout de suite. Et souvent aussi, j'entends, j'ai souvent eu plusieurs amis qui m'ont dit ça. Ils reçoivent une plainte, ils se présentent au tribunal, sauf que la partie adverse ne se présente pas. Et après, on reporte l'audience. Pourquoi? Pourquoi tout simplement, comment on dit, on ne prend pas une décision, on ne pénalise pas la partie adverse qui n'était pas présente? Au début, on peut croire que la partie adverse, elle est de bonne foi. Parfois, elle n'a pas eu la convocation, ou parfois, l'avocat n'a pas été convoqué aussi. Donc, on peut renvoyer une fois, deux fois. Après passer cela, on condamne, hein, en l'absence de la personne. Hein. Dans un premier temps, on estime que l'autre, s'il est absent, c'est qu'il a une bonne raison. Ouais, ok. Donc, on présume. Il y a une présomption de sérieux, une présomption de justification plausible qui fait que on renvoie une fois, deux fois. Au bout de la troisième, on condamne. D'accord. Ok. Alors, on va poursuivre. Alors, je voulais savoir, du coup, tu m'en as parlé tout à l'heure des domaines dans lesquels tu exerces, des spécialités, des formations professionnelles, affaires criminelles, Ouais. enfin le pénal. Pénal, ouais. Le pénal. C'est quoi la différence entre le pénal et le civil? Le pénal, ça concerne toutes les infractions qui viennent porter atteinte aux libertés, à la tranquillité, à la sécurité d'un individu. Tu vois, le pénal, c'est un mec qui va venir te voler, un homme qui va venir t'agresser, un homme qui tue, un homme qui viole. Et c'est lié au vivre ensemble. Alors que le civil, ça concerne davantage les comportements du quotidien, les gardes d'enfants, le divorce. Ça concerne l'individu dans son quotidien avec ses enfants, avec sa femme. Donc c'est beaucoup moins frontal que le pénal. Mais toi, pourquoi tu as choisi le pénal, toi? Parce qu'à part faire ça, je sais rien faire d'autre, mon frère. Je t'ai dit tout à l'heure, tu m'as demandé d'être en mode Samuel Eto'o, de ne pas être humble. À part faire ça, je sais rien faire, mon frère. À part faire ça, je sais rien faire d'autre. Énorme. Et du coup, tu m'as dit que est-ce que tu peux nous parler du dossier du terroriste, d'un terroriste que tu as défendu? J'en ai défendu plusieurs. Hein. J'ai défendu un monsieur qui recrutait des femmes et des hommes pour les envoyer au djihad. C'est un monsieur qui travaillait qui travaillait notamment sur Montreuil, et qui recrutait des femmes et des hommes et qui les envoyait se faire exploser en Syrie ou en Irak. Et il a été condamné à Paris pour des faits de terrorisme. Et je l'ai défendu, c'était pas facile, mais on a fait du bon boulot. Et quand il te contacte, il te dit quoi? Il me contacte, il me dit: Maître, je suis dans un dossier assez sensible. Est-ce que vous vous sentez capable de m'accompagner et d'être là pour moi? Je lui dis: écoutez, allons-y. Donc après, je le reçois, parce qu'il devait se rendre. Il avait un mandat de recherche. Je le reçois, on parle du dossier, il m'explique un peu ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait. Ensuite, il va se rendre au commissariat, il est placé en garde à vue et il est mis en examen devant un juge d'instruction antiterroriste. Et après, la vie continue. Hein. Ah ouais. Mais tu utilises quoi comme argument pour le défendre, quoi? Il y a des parcours de vie qui sont cabossés. Il y a des parcours de vie qui sont troublés, par une enfance malheureuse, par un père absent, une mère prostituée. Il y a plein de circonstances existentielles qui ont des conséquences désastreuses sur nos contemporains et qui les amènent à faire des choix que toi et moi, on n'aurait pas fait. Tout s'explique. Ouais, imaginons que ça aurait été un terroriste, par exemple. En fait, tu as défendu des terroristes qui étaient dangereux pour la France. Oui. Est-ce que tu peux nous raconter? Qu'est-ce que te dire de plus que... c'est des dossiers ultra sensibles et on est sur des personnalités qui sont
fichés S et qui sont considérés comme très dangereux pour la nation. Mhm. Donc c'est pas facile, mais après c'est un dossier comme un autre, hein. On traite avec le même sérieux, la même détermination. C'est juste que comme moi je travaille sur le dossier Samuel Paty, c'est un dossier qui est éprouvant. Mm. Parce que tu te retrouves mis sur le devant de la scène, tu te retrouves à défendre une collégienne qui est accusée de tous les maux. Et tu te retrouves à faire des choix en termes de stratégie de défense, de réflexion, qui sont pas évidents, tu vois. Il faut le faire. Est-ce qu'il arrive pas souvent que tu te retrouves avec des collègues, des confrères, qui te disent le dossier que tu défends là, c'est pas possible, quoi. Mais leur avis, compte pas. Mhm. Moi, il y a très peu d'avocats que j'écoute. Ah oui. Ouais. Mais pourquoi? Parce que moi, j'écoute les avocats qui sont bons dans ce qu'ils font, qui sont heureux, épanouis, et qui sont en capacité de m'apporter une valeur dans leurs conseils, dans leurs recommandations. C'est parce que tu es avocat que je vais t'écouter. Mm. Tous les avocats ne se valent pas. Oui, forcément. Ah. C'est comme toi, tu es dans la médecine. Mm. Tu as des médecins que tu écoutes parce que tu as de l'admiration pour eux, pour leur parcours, pour ce qu'ils ont mis en place. Et tu as d'autres médecins qui sont gentils, mais ils n'ont pas fait grand-chose. S'ils viennent te parler, tu ne vas pas les prendre au sérieux. Non, c'est sûr. C'est humain, tu vois. Dans tous les domaines, dans toutes les professions, on a des références, on a des femmes et des hommes qui sont des monuments vivants, Ouais. et d'autres qui sont des nains de jardin. Est-ce que tu as eu des dossiers que personne ne voulait? Non. Moi, au contraire, les dossiers que j'ai, les gens, ils les veulent. Ah. Mais c'est parce que tu es aussi très, très médiatisé. Pas très médiatisé, mais je le suis un peu. Ouais. Mais oui, moi, les dossiers que j'ai, en général, il y a des confrères et des avocats qui font des pieds et des mains pour les avoir. pour les avoir. Mais- Comme on dit chez nous, saut de mouton. Ouais. Mais du coup, est-ce que le fait d'être médiatisé Mm. ne t'a pas souvent porté préjudice par rapport à ton métier de base? C'est mon métier qui m'a médiatisé. Mm. Donc, je peux pas m'en plaindre. C'est mon métier qui m'a permis d'avoir une audience publique. Après, j'ai fait des choses à côté, puisque j'étais chroniqueur dans différents médias, mais on en parlera plus tard. Mhm. Mais initialement, mon métier me propulse. Moi, l'affaire Samuel Paty me propulse Mm. sur le devant de la scène. Est-ce que tu peux nous raconter un peu l'affaire du dossier de Samuel Paty pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est? Samuel Paty, c'est un prof, paix à son âme, qui a été décapité. Par un terroriste. Et on a accusé plusieurs personnes d'être à l'origine de cette décapitation ou d'avoir facilité ou rendu possible cette décapitation, dont ma cliente, une collégienne à l'époque. Et on a aussi incarcéré son père. On a incarcéré d'autres individus à qui on a reproché d'avoir rendu possible ce crime odieux. Ouais. Et l'affaire Samuel Paty, c'est un mensonge qui prend une proportion incroyable et qui aboutit à cet assassinat effroyable qui est un traumatisme pour l'éducation nationale, mais pour la nation tout entière. Parce que c'est un prof qui méritait absolument pas de mourir, qui méritait absolument pas d'être décapité et qui pourtant a trouvé la mort. Et justement, la cliente que tu défendais, à quel niveau est-ce qu'elle était impliquée? Elle, c'est l'élément de départ. On lui reproche son attitude, on lui reproche un mensonge qui a permis un certain nombre d'éléments ensuite. Mais il y a pas mal de documentaires qui ont été faits sur le sujet, tu vois. Mais la question, c'est est-ce qu'on peut toujours se fier aux documentaires? Moi, je dis qu'il y a des documentaires qui ont été faits et que s'il y en a qui veulent avoir des explications, en tapant sur Internet, en faisant des recherches, ils ont des éléments de réponse. Et aujourd'hui, ça en est où de l'affaire? Écoute, l'affaire, elle est définitivement jugée. Hein. La gamine que j'ai défendue, elle a été condamnée, elle a pris du sursis. On s'en sort bien. Moi, j'aurais préféré qu'elle soit relaxée, mais j'ai pas été suivi par le tribunal. J'avais plaidé pour une relaxe. J'étais avec une avocate aussi avec qui je travaillais sur ce dossier.
Anne Rossi. On était à 2 sur ce dossier. Il y a une autre avocate aussi qui s'appelle Pénélope Stunia, qui était aussi dessus. On était 3 avocats. Je tiens à lui rendre hommage aussi, Pénélope. Et non, nous travaillons à prouver son innocence. On n'a pas été suivis. Mais en termes de sanctions, c'était plutôt juste. Ah, justice qui est juste. Mais du coup, est-ce qu'il t'est arrivé d'avoir des dossiers? Comment tu fais pour gérer un dossier qui va contre tes valeurs? Mais tous mes dossiers vont contre mes valeurs. Ah oui. Bah, quand je défends quand je défends un homme qui a tué, c'est contre mes valeurs. Quand je défends un homme qui vend de l'héroïne, c'est contre mes valeurs. Je tue pas, je vole pas, je fume pas, je bois même pas, tu vois. Donc tous les dossiers que je traite sont contre mes valeurs. Quand je défends un escroc, c'est contre mes valeurs. Tous les dossiers qui sont dans mon cabinet sont contre mes valeurs. Mais après, c'est pas mes valeurs qui comptent. Ce qui compte, c'est le droit, la République, le code de procédure pénale, notre vivre ensemble, la société. C'est ça qui compte. Ma personne importe peu. Ce que je ressens, ce que je pense, on s'en fout. Et imaginons que... Est-ce que il t'est arrivé d'avoir un dossier dans lequel tu te dis, lui là, il mérite de prendre perpète, mais je dois le défendre? Oui, mais c'est parce qu'il mérite que je ne vais pas le défendre. Oui, mais est-ce que ça ne biaise pas à la manière dont tu vas prendre le dossier? Non. Parce qu'on reste humain quand même. On reste humain, mais moi, mes clients, ils peuvent le dire, et les familles de mes clients aussi, et les personnes qui me connaissent dans mon travail. Moi, quand je défends un homme ou une femme, qu'il mérite de prendre 20 ans ou perpétuité, je vais le défendre comme si j'allais mourir demain. Je le défends avec énergie, avec panache, parce que ça reste un être humain, ça reste une personne qui a une dignité, qui doit être défendue correctement. Donc je mets l'énergie, le talent nécessaire pour ça. Quand bien même je ne suis pas d'accord avec ce qu'il a fait, quand bien même je ne suis pas d'accord avec ce qu'il a pu commettre comme infraction. Là n'est pas le sujet. Ma personne importe peu. Ouais. Est-ce que tu as déjà eu des dossiers dans lesquels un client qui te contacte, il te fait peur? Je te dis, lui là, c'est un dangereux, quoi. C'est pas rigolo. Non. J'ai pas peur de grand chose. Aujourd'hui, j'ai plus peur pour mes proches, de perdre mes proches, que j'ai pas peur pour moi. Ok. Et chef de cartel? Tu as déjà eu à gérer le dossier d'un chef de cartel ou pas? Pas encore. Hein. Pas encore. Hein. Après, j'ai géré des chefs de réseau sur des dossiers sensibles, des gros dossiers de stupéfiants. Mais chef de cartel, pas encore. Mais ça ne serait tardé. Ah ouais. C'est quelque part, le métier d'avocat, c'est un métier bizarre. En ce sens où, surtout pour quelqu'un qui prend dans tout ce qui est criminel, on a plus. S'il n'y a pas de criminel, il y a, du coup, le métier perd son sens, quoi. S'il n'y a pas de malade, il n'y a pas de médecin. Ouais, tout à fait. Ça, c'est un peu spécial comme métier. Il y aura toujours des malades, il y aura toujours des criminels. Ouais, c'est sûr. Mais du coup, est-ce que tu veux nous parler du dossier de chef de réseau? Chef de réseau, c'est des... Un dossier en particulier que tu as défendu, comment il te contacte, c'était quoi le truc et tout? Moi, j'ai défendu un frère guyanais qui était le chef d'un réseau de trafiquants de cocaïne, qui faisait remonter de la cocaïne depuis Cayenne jusqu'à Paris, et qui distribuait dans toute l'Île-de-France. Ah oui. On parle d'un chiffre d'affaires de combien à peu près? Ah, c'est... Des millions d'euros? C'est des millions d'euros. Ouais. Hein, parce que c'est des 120 kilos qui arrivent, Allez. 130 kilos qui arrivent. Ah oui. Sur quelques voyages. Mais c'est quoi le trajet? Tu connais le trajet ou pas? Différentes mules. Le trajet, il est connu, le trajet. Moi, je connais pas. C'est Cayenne-Orly. Ok. Dans l'avion? Ouais. Ah oui, ok. Ouais. Soit dans des bagages, soit dans des mules, des êtres humains qui ont avalé les doses. Oh, c'est connu, ça. Mais ça arrive tous les jours. Ouais, bon, on suit les documentaires et tout, ouais. Malheureusement, ça arrive tous les jours. Et donc, comment il s'est fait prendre, du coup? Parce que il y avait une surveillance, parce qu'il y avait toute une logistique qui avait été mise en place depuis plusieurs mois sur lui, et ils l'ont interpellé comme ça. Et donc là, qui c'est qui te contacte? C'est les membres de son réseau? C'est lui qui te contacte? Comment ça se passe? Il est placé en garde à vue, et il avait quelques noms d'avocats en tête, dont le mien. Donc il me contacte. Le policier m'appelle. Puis c'est au petit matin, hein, c'est 6h, 6h10, 6h15, il m'appelle pour m'annoncer que mon client est placé en garde à vue pour des faits de trafic du stupéfiant en bande organisée. À source de malfaiteurs, je crois.
c'était ça même. Ouais, assos de malfaiteurs. Et puis voilà, après on intervient et on voit qui est la personne, on découvre le rôle qu'elle a, un rôle qui est assez important, puisque c'est lui qui hiérarchise et qui planifie tout ça, et qui dirige son équipe. Et après on y va. Hein. Et comment tu défends un dossier comme celui-là? Puisque c'est factuel. Il a un business autour de la drogue, c'est illégal, qui perpétue depuis plusieurs années. Ouais. Comment tu défends ça? Qu'il a profondément enrichi. Oui. Je le défends en expliquant que il est coupable de certaines choses, mais ça reste un être humain et qu'il faut lui donner une sanction qui va lui permettre de se réinsérer. Mais toi, est-ce que tu crois qu'il va pouvoir se réinsérer? Ou alors tu le dis juste parce que les textes permettent d'avoir un résultat? Est-ce que tu crois Mon avis fondamentalement? importe peu. Parce que je crois, ce à quoi je pense importe peu. Moi, ce que je veux, c'est que la justice, par les magistrats qui rendent une justice au nom du peuple français, soit la plus crédible, la plus pertinente et la plus juste possible en termes de décision. Qui prennent en charge les éléments qui concernent le client, qui prennent en compte tous les éléments à charge et tous les éléments à décharge. Mais du coup, c'est quoi les arguments que tu vas utiliser? Est-ce que c'est plus des arguments en rapport avec la loi, la science? C'est quoi les arguments qu'on utilise? Les arguments qu'on utilise, c'est qu'il a fait un mode de vie. Il a un mode de vie, il a pris des risques, il a fait des choix qui lui appartiennent. Et on est sur quelque chose qui relève de son libre arbitre. Un métier atypique. Hein? Atypique. C'est un métier qui me... Chaque fois que je regarde, je me dis, est-ce que tu pourrais défendre quelqu'un qui a agressé un de tes proches? Non, parce que c'est pour mon proche, c'est pas possible. Ça serait une double violence. Bah, t'imagines, un de mes proches est victime d'un individu qui l'agresse, et moi, au lieu d'être son soutien, je vais aller soutenir celui qui l'a agressé en le représentant. Et la personne va... En fait, on parlait de ça tout à l'heure au début de notre conversation, sur le terrain de la moralité. Ouais. Tu vois, là, c'est immoral de faire ça. C'est pas illégal, parce que je peux le faire légalement. Défendre quelqu'un qui a agressé un de mes proches, je peux le faire. Mais c'est immoral de faire ça. Parce que je dois être au chevet de la personne qui a été agressée et être à ses côtés. Donc, je le ferai pas. Je peux te dire, ça reste pro. Oui, mais moi, le pro passe après ma vie perso. Moi, ma vie perso, ma famille, mes proches, mes intimes, passent avant mon travail. Je mettrai pas en péril ce que j'ai construit par rapport à mon travail. Ça n'existe pas. Et comment tu défends un violeur multirécidiviste? Ça m'est arrivé de défendre des violeurs multirécidivistes. Et comment ça se passe? Parce que moi, ce qui m'intrigue, c'est comment ils te contactent. Ils disent, ouais, on m'accuse. Comment ils te contactent? Ils contactent toujours pareil, hein, soit c'est lui ou sa famille, son entourage. Ouais. Et ils me contactent parce que il ou elle, mais en général c'est il, a commis l'irréparable. Mais déjà, c'est très rare, hein, un violeur qui reconnaît. Hein. Ah ouais? En général, ils sont dans le déni. Hein. Et pour lui, il dit que c'est quoi? En général, ils disent qu'elles sont consentantes. C'est Et rare, un violeur ils qui te le reconnaît. disent à toi aussi? Oui, bien sûr. C'est rare. J'en ai défendu un ou deux qui reconnaissaient. Ouais, un ou deux qui reconnaissaient. Et les autres, toujours, c'était non, c'est elle, c'est une menteuse. C'est un complot. Et après, je lui disais, mais toi, t'es qui, toi, pour qu'il y ait un complot contre toi? Qui es-tu? Qui es-tu pour qu'on puisse comploter contre ta personne? Mais oui, il y a beaucoup de déni. Beaucoup de mauvaise foi de la part des hommes qui sont pris la main dans le sac. Ouais. Après, il y en a des hommes qui, pour le coup, sont vraiment victimes de manipulation, de complot. C'est quand il y a des enjeux. Ouais. Quand il y a des enjeux financiers ou politiques ou idéologiques derrière. Et comment tu gères lorsque tu ne crois pas en ce que ton client te dit? On est tenu par un mandat, on a une obligation de dire ce que nos clients nous disent. Ce que notre client nous dit, hein. On est lié par ce mandat. Donc moi, je répète ce que mon client dit. Après, je suis beau comédien. Hein. Mais du coup, ça devient de la comédie, alors. Bien sûr. Il y a une part de théâtre, évidemment. Ouais. Évidemment. Ah oui, en plus, tu as fait du théâtre. J'ai fait du théâtre, ouais. Il y a une part de théâtre. Ça, c'est forcé. Mais du coup, ouais, on parlait du dossier du violeur. Tu le défends comment, lui? J'explique son parcours de vie. En général,
Le violeur, c'est un frustré, c'est quelqu'un qui n'a pas vraiment compris les mécanismes de l'interaction avec l'autre et qui, du coup, ne sachant pas comment fonctionner, fait l'économie de son consentement. C'est quelqu'un qui souffre, un violeur. C'est quelqu'un qui est défaillant sur le terrain de la construction psychologique, dans le sens où l'autre ne compte pas. Le consentement de l'autre ne compte pas. Le corps de l'autre ne compte pas. Son corps m'appartient, qu'elle soit d'accord ou pas, et j'en fais ce que je veux. Et il y a toute une déconstruction à mettre en place pour essayer de faire entendre à celui qu'on défend que l'autre n'est pas sa chose, que l'autre n'est pas une tasse, qu'on peut déplacer à sa guise, qu'on peut pénétrer à sa guise. C'est pas comme ça que ça se passe. Donc il y a tout un travail de déconstruction qui est nécessaire et qui permet après à l'individu de prendre conscience de la gravité de ses actes. Ah oui. D'avoir un repentir sincère. Moi, je travaille sur un repentir sincère. Hein. Mes clients, je leur dis, les gars, repentez-vous. Parce que vous Il y a un parlez... pasteur. Oui, si tu veux. Mais vous parlez à des femmes et à des hommes qui sont des juges, qui ont votre avenir entre leurs mains. Il faut les rassurer, il faut leur montrer que vous avez pris conscience de la gravité des faits et que vous regrettez amèrement ce que vous avez fait. Si vous manifestez pas un repentir, un regret sincère, ça va être compliqué pour vous, les gars. Mais est-ce que tu as déjà eu à défendre des dossiers et les familles t'ont pris à partie? Non. Jamais. Oui, si, je suis entendu sur des dossiers de meurtre où les familles en face me regardaient avec un peu d'hostilité, me regardaient avec beaucoup de haine dans le regard. Mais c'est normal, parce que je défends le potentiel ou le présumé meurtrier de leur enfant, ou de leur frère, ou de leur époux. Moi, je suis en face, je suis assimilé à lui. Parfois même, je le ressemble physiquement. Oui. Donc, parce que moi, j'ai une clientèle qui est très, très composée, beaucoup de noirs. Hein. Tu vois, beaucoup de noirs dans ma clientèle. Donc, c'est compliqué, tu vois. Et comment tu gères ça? Ça fait partie du jeu. Moi, je suis pas quelqu'un qui fanfaronne. Donc, pendant le procès, je suis dans mon coin. Il n'y a pas de provocation de ma part. Je veux pas voir les parties civiles, je veux pas voir la famille. Je reste en marge. Donc je comprends leur chagrin, je comprends la détestation qu'ils ont pour mon client et le transfert qu'ils peuvent faire sur ma personne. Tout ça, je l'entends, je l'accepte. Après, tant qu'on me menace pas, qu'on me manque pas de respect, il n'y a pas de problème. Donc mais les visages serrés, les sourcils froncés, les regards hostiles, j'en ai l'habitude. C'est pas... Est-ce que tu en as qui t'ont déjà envoyé des menaces? Oui, je sais pas après si c'est les familles de mes clients, mais j'ai déjà reçu des menaces de mort, ouais. Ah oui? Ouais, bien sûr, à mon cabinet, ouais. Mais et le courrier le plus chaud que tu as reçu en termes de menaces de mort, il disait quoi? Ouais, il disait qu'ils allaient me mettre une balle dans la tête. Ah oui? Carrément. Mm. Et la première fois que tu reçois une menace de mort, comment tu te sens, comment tu réagis? Ça fait bizarre la première fois. On se dit, est-ce qu'on mérite une telle déclaration d'hostilité? La première fois, on est un peu abasourdi. Après, ça devient la routine, quoi. ça devient la routine. On vit avec. On vit avec. Et quand tu te déplaces dans la rue, est-ce que tu prends des précautions ou toi, tu n'as pas l'impression que y a des gens qui n'attendent que tu fasses un faux pas et tout Wow. Surtout quand on prend des positions comme les tiennes, quoi. Fais attention. On fait pas n'importe quoi. Fais attention. Parce que c'est pas simple quand on reçoit des menaces de mort quotidiennement. Ouais, mais ça fait partie du jeu. Après, si je voulais pas en recevoir, il ne tenait qu'à moi que d'être beaucoup plus discret, de pas récupérer ou de ne pas travailler sur certains dossiers, de ne pas prendre des prises de position sur certains médias. Donc, ce qui se passe n'est que le retour de ce que j'ai mis en place aussi d'un autre côté. Hein. Il n'y a rien de nouveau. Et des fois, j'entends que... J'imagine que les dossiers chauds, ce sont des dossiers qui sont aussi bons pour la carrière, quoi, pour l'image. Ouais. Après, ce qui est bon pour la carrière, ce qui est bon pour l'image, c'est d'être excellent dans son travail. C'est ça qui est bon. Le dossier, c'est une vitrine.
Ouais. Le dossier, c'est une visibilité. Les dossiers, c'est une résonance. Ouais. Mais quand les gens viennent te voir, ce qu'ils veulent, c'est des résultats. Donc, il faut être bon. Sinon, ça sert à rien. Mais concrètement, la formation en tant qu'avocat, c'est quoi? Est-ce que c'est juste lire les textes des lois? C'est quoi concrètement la formation? On vous apprend quoi dedans? Concrètement, on nous apprend à connaître la loi, Ouais. à maîtriser la loi, Ouais. à la comprendre, à l'analyser, et après à argumenter, à structurer une réflexion, structurer une pensée juridique. Et on nous apprend aussi à prendre la parole. Mais quand dans une argumentation, c'est quoi la structure pour qu'elle soit beaucoup plus percutante et convaincante? C'est quoi la structuration la plus importante, la plus appropriée à avoir? Pour moi, c'est commencer par les arguments les plus faibles Ouais. et finir par les arguments les plus forts. Si tu as 5-6 arguments, tu commences par les 2 les plus faibles et les 3 autres, tu les gardes à la fin pour que le dernier souvenir soit le plus important, le plus impactant possible. C'est comme ça que je fonctionne. On commence par la légèreté et on termine par le lourd. Ouais, c'est vrai, ça se tient. Ça se tient. Jusqu'ici, ça m'a pas desservi. Hein. Ouais, tu m'as dit parmi les dossiers, tu as aussi défendu des dossiers de braqueurs? Ouais. Il y a des braqueurs, j'ai eu 2 dossiers comme ça de braquage. Ils avaient braqué quoi? Des banques? C'est quoi qu'ils avaient braqué? Il y a un braquage, une bijouterie. Ouais. Une bijouterie et il y en a un qui avait braqué une boucherie pour récupérer la recette. Ouais. Ouais. Et donc, comment tu défends? Comment tu peux expliquer ça? Il n'y a rien à expliquer. Les hommes ont commis ces infractions pour des raisons purement financières. Il faut les défendre. Il n'y a rien à expliquer. Énorme. C'est l'appât du gain. Quelqu'un qui braque, c'est l'appât du gain. Ouais. Quelqu'un qui rentre dans une bijouterie et qui prend un maximum du bijou, c'est l'appât du gain. Quelqu'un qui rentre dans une boucherie, qui tient en joue le responsable de la boucherie, qui le traîne jusqu'au coffre et qui le fait sortir son argent parce qu'il est au courant qu'il y a beaucoup de liquidités. Il repart avec. Il n'y a rien d'autre. Mais tu sais que maintenant, aujourd'hui, il y a même des dealers qui se braquent entre dealers. Oui. Ils sont au courant de là où se trouve la planque. Ouais. Ils vont à la planque, ils récupèrent des stupéfiants, ils récupèrent de l'argent et ils partent. Ils ont tenu en joue la personne qui était à la maison, qui gardait le produit. Parfois même, ils l'ont attaché, ils l'ont séquestré. Et le braquage, il y en a malheureusement, il y en a beaucoup. Il y en a souvent. Mais est-ce qu'il y a des clients qui t'en ont souvent voulu du fait qu'ils estiment que tu ne les as pas bien défendus? Non. Mais c'est plutôt lisse tout ça, maître. Non. Je suis en train de regarder, je regarde. Client qui estime que je l'ai mal défendu, non. Ouais. Ok. Après c'est normal parce que il y a plein de dossiers que je prends pas. Ah. Ouais. Mais pourquoi? Voilà, justement, c'est quoi les critères que tu regardes pour prendre un dossier ou pas? Le dossier, c'est est-ce que le client il est solvable? C'est-à-dire quand tu dis solvable, est-ce qu'il peut payer? Est-ce qu'il peut payer? Ouais. D'accord, oui, bien sûr. Je prends quelques dossiers gratuits, mais la plupart du temps, les dossiers sont payants. Donc déjà, est-ce qu'il est solvable? Ensuite, est-ce que j'arrive à m'entendre avec lui ou son entourage pour développer une stratégie cohérente? Ouais, c'est ça les critères. Et j'imagine que des fois, il y a des gens qui te contactent parce que ils t'ont vu sur tes différents médias. Ils te disent, voilà, je t'ai vu et tout, voilà. Est-ce que j'ai un dossier? Ouais. Et le fait d'être exposé comme ça, avec tes collègues des fois, est-ce que des fois, tu as des collègues que tu retrouves, je sais pas, dans la salle où vous habillez, le vestiaire, et qui te font des retours par rapport à tes positions? Ouais, bien sûr. Et est-ce qu'il y a un retour qui t'a déjà secoué? Non, parce que les confrères, ils font des retours dans mon dos. Ah. Ils peuvent pas, face à moi, ils peuvent pas. Face à moi, ils peuvent pas. Parce que beaucoup, ils n'ont pas de consistance intellectuelle. Comment ça? Non, mais beaucoup, ils sont pas intellectuellement très, très, très élevés. Donc, ils vont pas venir sur le terrain idéologique m'affronter, reprendre une de mes sorties, alors qu'ils n'ont pas suffisamment d'épaisseur en termes de lecture, en termes de voyage, en termes de circonstances. Ouais. Ils peuvent pas venir sur ce terrain-là avec moi. Donc, ils vont parler dans mon dos. Ils vont dire, oui, il se prend pour un tel, il se prend pour un tel. Mais on dit la même chose quand j'avais 10 ans. Ah oui, donc... J'en ai 37 aujourd'hui. Ouais. Tu vois?
Donc, ça fait 27 ans. Ouais, c'est ça, 27 ans. Que je suis habitué à ce que des gens disent il se prend pour qui, qu'est-ce qu'il fait, il se la raconte, il est prétentieux, il se prend pour Mandela, il se prend pour Martin Luther King. J'avais 10 piges quand j'ai commencé à parler de mes ambitions et j'étais décrié par mes contemporains. Donc c'est quelque chose de normal pour moi. Ok. On a fait plus ou moins le tour de la question. J'aimerais qu'on vienne sur l'actualité. Ouais. Bali. Qu'est-ce que ce nom t'évoque? Il l'appelle Ali. Bali. Bagayogo. Qu'est-ce que tu veux savoir, mon frère? Qu'est-ce que ce nom t'évoque? Quand tu entends ce nom, tu penses à quoi? Je pense à un homme noir qui a été élu maire de la ville de Saint-Denis de Pierrefitte au premier tour. Et on entend beaucoup de choses sur les médias. Quelle est la leçon qu'on peut en tirer de tout ce qui se passe sur les médias derrière ça? Ce qui se passe dans les médias, c'est ce que j'ai annoncé il y a plusieurs années en arrière. Je disais que pour certains en France, pas pour tout le monde, mais pour certains en France, on veut voir le noir occuper que des postes à faible valeur ajoutée. En gros, agent de sécurité, femme de ménage, livreur de sushi comme Souleymane. Voilà. Pour certains en France, le noir doit faire que ça. Mais pourquoi? Parce que c'est des racistes. Et que pour eux, nous sommes inférieurs à eux et qu'on doit les servir et non pas diriger. Ce sont des racistes, tout simplement. Parce que c'est fort quand même. Parce que moi, j'ai vu ça, je me suis dit, ah ouais, quand même. C'est des racistes. Faut pas monter, descendre à la gauche, à la droite. C'est des racistes qui n'acceptent pas que le nègre dirige. Parce que pour eux, le nègre doit servir. Le nègre est un macaque. Tu vois, c'est ça leur réalité. C'est ça leur réalité. Ouais. Et si toi, tu avais été à la place de Bali, quelle est la réponse que tu aurais envoyée? J'aurais pas eu... Bonne question, parce que si j'étais à sa place, j'aurais pas demandé la fermeture de CNews. C'est là où je voulais en venir, justement. Ouais. J'aurais pas demandé la fermeture de CNews. Pourquoi? Parce que liberté d'expression, je suis pas d'accord avec eux. Ils tiennent des propos racistes, ils tiennent des propos méprisants, mais je vais pas demander leur fermeture. Je vais pas en faire des martyrs. Qui continuent, je la regarde pas, c'est tout. Moi, je suis pas pour la censure des médias racistes qui tiennent pas, qui ne sont pas sur ma ligne. Je suis pas pour la censure. Ah oui. Tu vas en faire des martyrs. Regarde, ils ont fait, pendant 40 ans, ils ont diabolisé Jean-Marie Le Pen et son mouvement. Regarde aujourd'hui, il est où le mouvement? Le RN aujourd'hui, c'est 40% d'intention de vote au présidentiel. Pendant 40 ans, 50 ans, on les a diabolisés. Ça marche pas, ça. Ça marche pas. C'est parce que ça renforce la diabolisation. Ça renforce. Les gens, CNews, c'est la chaîne numéro 1 d'infos en France. Parce qu'ils ont toujours été diabolisés. Diabolisés, ça marche pas. Alors tu penses qu'ils en jouent aussi? Bien sûr qu'ils en jouent. Ils savent très bien que ça va sortir, que ça va être sulfureux. Donc, bien sûr qu'ils en jouent. Ouais. Il y a aussi la polémique de la ville des Noirs, la ville des Rois. Plusieurs journalistes, personnes de renom ont repris cette phrase-là. Pour toi, c'est voulu ou alors c'est juste une erreur? Non, je pense qu'il y en a qui avaient très bien entendu, mais qui voulaient quand même faire une polémique, parce que c'est un moyen d'exister. Il y en a qui n'ont pas bien entendu, mais qui du coup sont fait avoir. Mais ça fait partie du jeu, d'avoir ce genre de tension, d'avoir ce genre de polémique autour de tout ça. Ça fait partie du jeu. C'est quelque chose qui est logique. Le jeu médiatique, c'est un jeu violent. Hein. C'est violent. Si t'es pas préparé, c'est violent. Si t'es pas psychologiquement solide, si t'es pas psychologiquement préparé, c'est archi violent. Tu peux même être traumatisé par la violence des réseaux sociaux, par la violence des commentaires. Ouais. C'est ça, il faut être armé. Hein. Ouais, grave. Il faut être armé intellectuellement, il faut être fort mentalement. Ouais, grave. Et du coup, on observe quelque part une justice qui fait pas faire son travail par rapport à ça. Et pour toi, en tant qu'avocat? Mais tu vois, j'ai toujours dit, il y a une différence entre le racisme et l'antisémitisme en France. C'est très simple. L'antisémitisme en France, on va prendre l'exemple de Dieudonné et d'Alain Soral, t'es interdit des médias. Tu ne verras pas Alain Soral et Dieudonné sur BFM et sur CNews. Le racisme, quand tu es condamné, exemple Éric Zemmour, on continue à t'inviter sur les médias. Tu peux même devenir candidat au présidentiel, comme il l'a été en 2022. C'est tout. L'antisémitisme, c'est ici, et le racisme, c'est là. Il y a une hiérarchie en France.
Et les médias contribuent à cette hiérarchisation. On met pas les mêmes, on met pas tous au même pied d'égalité. Parce que si on traitait l'antisémitisme comme on traite le racisme à l'endroit des Arabes et des Noirs en France, Zemmour, il serait interdit de plateau. Comme Dieudonné est interdit de plateau, comme Alain Soral est interdit de plateau. Mais on ne le fait pas. Parce que la vie d'un Arabe, la vie d'un Noir compte pas. Compte très peu. C'est une réalité. Ce que je te dis, c'est objectif. C'est pas un ressenti, c'est pas moi qui me lève un matin. Ce que je dis, c'est objectif. On préfère donner plus de crédit à un raciste qui est Zemmour et interdire des gens qui sont considérés comme antisémites, exemple Soral et Dieudonné. Raison de plus sur laquelle, pour rejoindre ce que disait le frère, le père même, on me tourne de la volonté de puissance. Oui, c'est pour ça qu'il faut avoir nos propres médias, nos propres chaînes, nos propres canaux de communication, parce que les autres, ils veulent faire de nous des petits nègres, des petits serviteurs. Mais est-ce que tes prises d'opposition t'ont causé des gros problèmes? Oui, mais on assume nos problèmes. Et ta famille, ta mère, ton père, ils disent quoi par rapport à tout ça? Mes parents, ils sont fiers de moi, mes proches sont fiers de moi. Ils savent que moi, je suis une tête brûlée depuis petit. Donc, ils savent, ils ont accepté. Mais, et les femmes? Les femmes, moi, je parle pas de ma vie privée, moi. Donc, les femmes, c'est pas un sujet. Mais quand je demande ça, est-ce que le fait plus que tu es quelqu'un d'exposé, est-ce qu'il arrive que, je sais pas moi, que tu aies des femmes qui viennent qui disent, bah, elles aiment bien ça, quoi. Elles disent, est-ce qu'il n'y a pas moyen, même une cliente qui vient pour faisant passer pour une cliente, mais en fait, elle voulait autre chose. Non, mais moi, je suis concentré, j'ai pas le temps pour ça. Ah ouais? Moi, je suis concentré, mon frère. La vie, c'est pas un jeu. Je suis concentré sur mes objectifs, sur mes projets, sur mes ambitions. Donc, j'ai pas le temps de me laisser divertir par les femmes. Il y en a tellement qui sont tombés. On apprend des erreurs des autres aussi. Hein. Mais quand on a une vie comme la tienne, avocat, il y a plusieurs boîtes dans lesquelles tu investis, ça ressemble à quoi une journée chez Mbeko? Se réveille tôt, se couche tard, dort peu, dort très peu, mais vraiment très peu. Donc c'est des grosses journées. Mais tu fais quoi? Tu commences par quoi? Tu commences par la lecture, la prière? Comment tu démarres? Lecture. On peut prier après, hein. On prie nos ancêtres. Ouais. Mais lecture, analyse de dossier, préparation d'audience, discussion avec des partenaires, discussion avec des avocats, discussion avec des collaborateurs. Donc tout ça, c'est des journées intenses. Et c'est quoi le secret de ta discipline, toi? Comment tu fais pour rester discipliné? Mon secret, c'est l'amour de ce que je fais. Hein. J'aime ce que je fais. J'aime vraiment ce que je fais. Quand je lis un livre, j'aime la lecture. Quand je travaille sur un dossier, j'aime mon métier, j'aime le pénal. Je suis vraiment passionné par ce que je fais. C'est quelque chose qui m'anime. Et pour quelqu'un qui souhaite te ressembler ou faire mieux que toi, c'est quoi le meilleur conseil que je puisse lui donner? Travaille intelligemment. Ouais, travaille intelligemment. Mais ça, c'est un peu vague, ça. Ça veut dire quoi, travailler intelligemment? Travailler intelligemment, ça veut dire travailler avec de la méthode, travailler en ayant des conseils de personnes qui ont fait aussi bien, si ce n'est mieux, travailler avec un entourage sain, travailler avec des femmes et des hommes autour de nous qui sont bienveillants, qui nous tirent vers le haut, être ambitieux, ne pas avoir peur. Et pour moi, c'est énorme. Et comment tu as construit ton réseau? En étant humble. Hein. En étant humble, en allant avec les gens, discuter, échanger, en participant à des événements, en étant accessible. Oui, ça c'est vrai que c'est très accessible et réactif. Ouais, ça, tu vois, c'est des qualités que les gens n'oublient pas. Moi, je pense qu'à chaque fois qu'on m'appelle et que le projet est cohérent, je réponds présent. C'est vrai. Je peux en attester. Ouais, c'est vrai. Je ne demande pas d'argent. C'est vrai. Au contraire, j'ai mis beaucoup d'argent dans des projets. Donc non, pour moi, c'est ça. Être humble, disponible, réactif, donner de la force, soutenir, encourager, mettre de l'argent, mettre des compétences à disposition.
Pour moi, c'est ça la force. Yes. Et j'ai une dernière question pour toi. Celle-là, c'est Nelly qui la pose. Ok. Et elle dit, est-ce que si tu étais juge, qu'est-ce que tu appellerais sanction juste pour un chef de réseau? Ouais, bonne question. Chef de réseau, on est quoi dans le stupéfiant, hein? Oui. Si j'étais juge, qu'est-ce qui serait une réponse juste pour un chef de réseau? Je pense que une sanction juste, c'est une sanction entre 8 et 10 ans pour permettre à la personne de prendre conscience de ce qu'elle a fait, de la gravité des faits, et pour lui permettre de se réinsérer sans que ça a trop détruit sa vie. Une peine entre 8 et 10 ans, ça va. Tu te comportes bien, tu fais 4 ans, 5 ans, tu sors. Donc, t'as loupé une Coupe du Monde, mais tu peux te refaire. Belle référence. Mais hein? quand on rentre dans des peines, Ouais. quand on rentre dans des peines entre 10 et 15 ans, 15 et 20 ans, là, c'est autre chose. C'est-à-dire Bah, c'est vie sociale, c'est compliqué. Tu perds beaucoup de monde sur la route. Ouais. Tu perds beaucoup de monde sur la route. En termes de pertes, c'est énorme. Et si tu arrives de revoir des clients qui ont été incarcérés à leur sortie? Oui, ça m'arrive, ouais, bien sûr. Moi, j'ai un lien qui est fort avec mes clients. Ouais. J'ai un lien qui est fort. Et- Mais après, mes clients, ils s'identifient beaucoup à moi. Moi, je défends pas des gens qui s'identifient pas à moi. Hmm. Je te promets, hein, 90% de ma clientèle, c'est des Renois. Ils s'identifient à moi, ils sont fiers que ce soit moi qui leur présente. Il y a un lien très, 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 je veux dire, fusionnel même parfois avec certains clients. Hmm. Et une fois qu'ils sortent de prison, Mm. qu'est-ce que tu as remarqué chez eux, chez la plupart des gens qui sortent de prison? En fonction de l'âge, il y en a beaucoup qui ont renoncé après, hein, qui ont renoncé à la délinquance ou à la criminalité, qui s'inscrivent dans des projets de vie, de famille, d'enfants, monter des activités. Moi, je suis très fier. J'ai beaucoup de clients qui ont arrêté et je suis très fier de ce qu'ils sont devenus, hein. La prison, ça transforme vraiment une personne? Ça dépend comment tu vis ta prison. Ça dépend si on te soutient, ça dépend. La plupart des détenus ont besoin d'amour, dans le Ah oui. sens où ils ont besoin d'attention. Ah oui. Ouais, bien sûr. La plupart, ils ont manqué d'amour. Bien sûr. Ils vont chercher dans la rue ce qu'ils n'ont pas eu chez eux. Mm. Bien sûr. Quand tu consacres autant de temps à la rue, c'est que tu cherches un amour qu'on t'a pas donné chez toi. Hmm. Et j'ai souvent remarqué, moi, dans le milieu de la santé, tu me diras si c'est le cas chez toi, que très souvent, les personnes délinquantes, dépressives, sont très souvent issues de foyers monoparentaux. Oui, bien sûr. Bien sûr. Il y a une corrélation entre la pauvreté, famille monoparentale, l'absence du père, quartier difficile, famille nombreuse. Bien sûr. Tout ça, il y a des liens. Donc pour toi, C'est récurrent. donc contrairement à ce que là, je me faire penser, le père dans la vie d'un enfant, c'est vraiment important, quoi. Capital. Le père, c'est la limite, c'est l'autorité, c'est aussi la douceur. Mais c'est aussi la limite, l'autorité, c'est le cadre. C'est celui qui va dire à son fils ou à sa fille, t'es quelqu'un de bien, fais attention. Le père, c'est ultra important. Et qu'est-ce que tu dirais aux femmes qui disent qu'elles n'ont pas besoin d'un homme pour être heureuses? Tu leur dirais quoi? Attention, aux femmes ou aux mères? Aux mères, autant pour moi, aux mères. Bah, je dirais aux mères, allez dans les tribunaux. Allez voir dans les tribunaux le nombre d'enfants qui ont grandi sans parents, le nombre d'enfants qui ont grandi sans repère masculin, sans le père. Allez voir dans les tribunaux ce que ça fait comme dégâts. Parce que vous pensez que vous pouvez tout faire toute seule. Allez voir. Moi, j'ai toujours dit que le meilleur enseignement, c'est le réel. Il n'y a pas meilleur professeur que le réel. Il y a ton idéologie, il y a tes croyances, il y a ta religion, et il y a le terrain. Ouais, le terrain, il On va manque sur pas. le terrain, ma sœur. Nous, on est sur le terrain. Nous, on voit les dégâts des familles monoparentales, l'absence du père dans la construction d'un homme qui va aller chercher sa virilité dans des gangs, dans des quartiers, parce que le père qu'il aurait dû avoir n'était pas là. Il n'a pas été en mesure d'offrir le cadre dont il avait besoin. Nous, on le voit tous les jours. Tous les jours. On le voit tous les jours. Donc, toutes ces femmes qui pensent que c'est pas grave de grandir sans père, qu'on peut construire correctement un enfant sans père, qu'il
n'y a pas de faille, il n'y a pas de défaillance, il n'y a pas de carence, venez dans les tribunaux. Venez dans les tribunaux. Et comment est-ce que ton métier Mm. a changé ta perception du monde? Mon métier m'a permis de gagner en humanité et en compréhension des humains. Mm. Mon métier m'a rendu beaucoup plus humain. Parce que je comprends beaucoup plus les hommes, avec un grand H, dans leur globalité, les femmes et les hommes confondus, grâce à mon métier. Parce que tu ne peux pas faire ce métier si tu n'aimes pas l'être humain. Oui, forcément. Si tu n'as pas d'empathie, si tu n'as pas une compréhension, une lecture de ce que sont les hommes dans leur noirceur et dans leur grandeur. Parce que moi, je suis confronté au pire. Moi, je suis confronté à des situations où tu as des hommes qui ont enlevé la vie pour 200 €, pour 300 €. Moi, j'ai défendu un homme qui a enlevé la vie parce qu'on lui a écrasé le pied. Non. Je te promets que c'est vrai, mon frère. Dieu m'en est témoin. Mais comment ça? On lui a écrasé le pied, il n'a pas apprécié. Il a demandé à la personne qui lui a écrasé le pied de s'excuser. Ils se sont disputés, il l'a planté. Non. Je te promets, mon frère. Il était sous l'emprise de stup ou... Il était pas dans un état totalement libre. Il avait fumé, il avait un peu bu, c'est vrai. Mais il l'a fait. Ouais. Et ça part d'un pied piétiné. Ouais, Et d'un refus de s'excuser de la part de la victime. Il y a une empoignade, il y a une bagarre et coup de couteau. Incroyable. Et mon client regrette. Hein. Aujourd'hui, il a pris 25 ans, frère. Il regrette. C'est bête. Il regrette. Il regrette. Mais quand tu regardes son parcours de vie, famille dysfonctionnelle, père absent, contexte de violence, rapport à l'autre, toujours dans des logiques d'agression, de violence. Voilà, c'est cohérent, malheureusement. Il n'y a pas de hasard quand tu regardes son parcours de vie. Ça ne serait pas arrivé à toi et à moi. Nous, on nous bouscule. Bon, ok, d'accord, désolé, merci. On n'a pas un couteau sur nous, qu'on sort, tu vois. Lui, il a un couteau sur lui. Ouais, déjà. Déjà, il a un couteau. Déjà. Quelle idée de se balader avec un couteau. Tu vois. C'est vrai. En tout cas, merci beaucoup. Il y a encore tellement de questions à te poser, mais le temps. L'année prochaine, parce que tous les ans. Tous les ans, oui. C'est la Ligue des Champions. Tous les ans, tu m'invites pour la Ligue des Champions. On va revenir l'année prochaine. C'est ça. Écoute, ta caméra, elle est là. Je te laisse le mot de la fin. Qu'est-ce que tu as prévu pour nous pour le week-end de l'écrivain? Toujours pareil, pour le week-end de l'écrivain, venez nombreux. Et je prendrai la parole sur... j'ai envie de parler de la nécessité de bien s'exprimer en public. Parce qu'on a de plus en plus de femmes et d'hommes de notre communauté qui se mettent sur le devant de la scène. Et c'est très bien, je suis très heureux. Mais il y a beaucoup qui ne prennent pas le temps de travailler les sorties qui sont les leurs, de travailler les discussions ou les présentations qui vont mettre en avant. Et je trouve ça dommage de sous-estimer l'impact que ça a, de sous-estimer l'impact que ça peut avoir une prise de parole qui n'est pas soignée, qui n'est pas maîtrisée, qui n'est pas travaillée, qui n'est pas argumentée. Donc je pense que je vais travailler là-dessus, donner des conseils pratiques pour permettre aux femmes et aux hommes de gagner en aisance verbale, de gagner en pertinence et de gagner en éloquence. Ce sera mon objectif. Faire en sorte que vous soyez beaucoup plus à l'aise et que le rendu de vos prises de parole soit beaucoup plus grandiose. C'est l'objectif qui est le mien, en toute humilité, en toute modestie camerounaise. Voilà, ça y est. On l'a perdu là. Bref, l'équipe, vous aurez bien compris. Maître Beko sera là. Ça sera un moment incroyable. Pour ceux qui étaient là l'année dernière, c'est rien par rapport à ce qui se passera cette année. Parce qu'on a appris. Et vraiment, merci à tous ceux qui nous font confiance sans cesse. Cela étant dit, on vous met le lien dans le premier commentaire de la vidéo en description. C'était Valère Bélias et Maître Beko. On se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Minakano. Comme j'aime souvent dire, une seule rencontre peut changer toute une vie. Venez vivre une expérience inoubliable au Week-end de l'écrivain Tour 2026. Ce samedi 16 mai au Salon de l'Aveyron à Paris, célébrons celles et ceux qui ont choisi d'écrire pour impacter. Au programme, conférences, ateliers, panels, stands d'exposition. Un événement organisé par les éditions Argent Livre. Ensemble, écrivons la suite de notre histoire. Changer l'histoire.